Salut à tous et bienvenue dans Let's Keep Focus, notre podcast dédié à la K-pop et son univers très intéressant. Avant de passer à la présentation du sujet abordé pour l'épisode, commençons par les présentations pour les nouveaux arrivants. Je me présente, moi c'est Adrien. Et moi, c'est Nino. Nous serons à vos côtés pour décortiquer un sujet très intéressant à débattre dans l'univers de la K-pop, les générations d'idoles. Des débuts jusqu'à aujourd'hui, on va explorer ce qui les définit, les groupes qui les ont marqués, l'évolution de la musique et des concepts. J'espère que cet épisode vous permettra de vivre un voyage dans le temps riche en découvertes et en nostalgie pour certains. On a évidemment pensé aux novices pour être le plus compréhensible, tout comme aux fans expérimentés, avec des informations plus précises en espérant que l'ensemble vous donnera envie de découvrir ou de redécouvrir certains groupes. Et je vous rassure, nous resterons dans un ordre chronologique pour éviter tout éparpillement pour les divers chapitres de cet épisode. Chacun de nos résumés seront centrés sur l'essentiel afin que vous passiez un bon moment à nos côtés. Après cette introduction un peu longue mais nécessaire pour le bon déroulement d'un épisode qui nous tient beaucoup à cœur, en tant que fan de longue date de K-pop, passons au vif du sujet par la naissance de ce nouveau genre au sein d'un pays où son contexte historique était assez compliqué durant cette période. Tout commença dans les années 90, où la Corée du Sud commençait à se remettre de périodes difficiles, politiquement et économiquement parlant. À la suite de ces événements, elle connaît une modernisation rapide et l'industrie du divertissement devient un axe de développement stratégique pour le pays. La première génération d'idoles était le lancement d'une expérience sous le format du groupe d'idoles par le biais des compagnies de divertissement. C'est la fondation de la SM Entertainment, créée en 1995 par l'entrepreneur coréen Lee So-man, qui a permis le lancement des premiers grands groupes et boys bands. À la fin des années 90, la YG Entertainment, la DSP Media et la JYP Entertainment ont également lancé leur propre groupe sur scène. Il existait aussi des groupes et artistes amateurs qui se produisaient dans la rue, ce qui se fait encore beaucoup en Corée de nos jours afin de se faire remarquer par des agences. Elle pose donc les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la K-pop et même s'ils ne bénéficient pas de la technologie et des réseaux sociaux, leur popularité en Corée a rapidement ouvert la voie aux générations futures. Un travail acharné, même si la période de formation en tant que trainee était assez différente que les générations futures, les chorégraphies n'étaient pas aussi travaillées et synchronisées que maintenant, tout comme les tenues de scène. En revanche, les apparitions télévisées telles que les music shows ou interviews étaient très régulières, ce qui se fait de plus en plus rare pour les deux dernières générations malheureusement. Les concepts étaient très simples, avec des styles urbains, R&B, puis même futuristes par moments. Les visuels, tout comme les chansons, ont pour la plupart très mal vieilli au vu de l'époque, mais surtout du budget peu accordé contrairement aux générations futures, au vu de la renommée du genre que nous connaissons aujourd'hui, où en général, si le budget n'est pas présent, c'est quasi sûr que cela va flop. Tout idol de K-pop peut remercier le groupe Strategy Boys, qui a dans un premier temps lancé cette mode vers 1992, en bouleversant la scène musicale avec un mélange de genres mélangeant la pop, le hip-hop et le rap. On peut retrouver au sein de leurs chansons des thèmes sociaux plutôt sensibles, une nouveauté à l'époque dans un pays encore très conservateur. À la suite de cette légende de la première génération, une multitude de groupes ont vu le jour par la suite. Le groupe H.O.T. est le premier vrai boys band à s'être lancé dans l'industrie et c'est leur titre Candy qui a permis d'inspirer les agences concurrentes pour les mois à venir et de mieux préparer le marché musical en essayant de toucher un maximum de profit sur ces projets. Pour ce qui concerne les girl groups, leur impact est assez similaire à celui des boy groups, mais c'était moins fréquent. Par contre, impossible pour vous de ne pas connaître le premier groupe de la SM Entertainment, SES. Ou SIS, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Avec leur titre Dreams Come True, qui avait d'ailleurs été repris par aespa il y a quelques années. Il y a aussi le groupe Finkael de DSP Media avec leur titre To My Boyfriend. En dehors des groupes, des artistes solos mélangeant le style trot avec celui de la K-pop commencèrent à faire parler d'eux durant le lancement de ce phénomène, même si leur place dans les charts musicaux n'était pas aussi présente que les groupes. Je vous recommande d'ailleurs des chanteuses comme Hoon Jung-hwa, Lee Yoi ou bien Boa qui excellent encore dans l'industrie avec un public fidèle à chaque comeback. Les groupes de première génération attirent quelques fans au Japon, en Chine et en Asie du Sud-Est, mais le phénomène reste largement confiné en Asie. Cette tendance est accompagnée de nombreuses annonces de recrutement chez les agences début des années 2000. Et au vu de cette affluence médiatique, cela a créé une image assez négative de cette industrie, où nous apprenons que ces jeunes apprentis étaient contraints de participer pendant de nombreuses années à des entraînements intensifs,
avec une gestion de leurs images très contrôlée qui est malheureusement toujours présente aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant non plus d'apprendre que des régimes stricts sont mis en place, avec en bonus une liste de restrictions des actes de la vie quotidienne pour ces jeunes prêts à tout pour aller jusqu'au bout de leur objectif. Cela permet aussi de faire le tri parmi tous ces trainees qui ont voulu tenter l'expérience à l'époque, sans vraiment se rendre compte des conditions d'apprentissage d'un métier promettant richesse et succès, mais aussi de voir vraiment le talent de la personne. Avant de passer à la seconde génération, je voulais préciser que vers le début des années 2000, plusieurs groupes de la première génération se séparent ou connaissent une baisse de popularité. On remarque aussi que des contrats au sein des agences étaient assez limités dans le temps et que les conflits entre idoles et agences inquiétèrent les fans. Une situation prévisible, tout comme le changement de goût du public au vu du marché musical mondial qui continue d'évoluer de son côté. Ce sont d'énormes obstacles pour l'accroissement du genre et marquent la fin de cette première ère. Son impact est indélébile et sans elle, la K-pop telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existerait probablement pas. La fin de la première génération a également conduit à l'émergence de nouveaux talents que nous allons exposer et en résulte l'arrivée de la deuxième génération qui compte bien pousser la K-pop vers un succès mondial bien plus marqué. On passe maintenant à la deuxième génération, souvent appelée l'âge d'or de la K-pop. C'est vers le milieu des années 2000 que cette nouvelle vague d'idoles et de concepts font surface sur le marché coréen. Accompagnés de ces nouveautés comme des concepts plus variés et des améliorations de budget afin de paraître beaucoup plus attractifs pour les non-fans de ce genre, mais aussi d'intéresser d'autres publics. C'est aussi l'époque où YouTube devient un outil puissant pour la diffusion mondiale, tout comme le partage d'informations entre les fans via les premiers réseaux sociaux de l'époque, d'où l'apparition des premiers fandoms pour le plus grand plaisir des agences. Cela est une grande aide bénéfique appréciée par les agences pour la promotion de ces artistes sans dépenser d'argent ni de temps supplémentaire, surtout au vu des plannings très chargés. Ce mode de communication entre agences et fans permet de tenir en haleine les plus dévoués comme les nouveaux fans pour générer encore plus d'excitation pour la suite des activités musicales mais aussi personnelles. Les anciens comme les nouveaux fans le savent, cela a été un tournant majeur pour l'industrie avec l'émergence de groupes qui posent les bases de la popularité internationale du genre. C'est à cette époque que la vague Hallyu ou vague coréenne prend de l'ampleur et commence à s'étendre bien au-delà de l'Asie, séduisant des fans partout dans le monde, avec des stratégies adaptées en passant par des collaborations avec des artistes ou des producteurs américains. Au vu des remarquables améliorations apportées à cette nouvelle vague d'idoles, des problématiques telles que le surmenage et des critères de beauté imposés font toujours parler les médias, mais aussi inquiètent les fans. On commençait à en découvrir un petit peu plus sur les pratiques internes des agences vis-à-vis des artistes, que cela soit des règlements intérieurs ou bien des conditions de vie. Cela pourrait paraître choquant au premier abord, mais on en attendait moins parler, contrairement aux générations futures où ces contraintes se sont heureusement allégées, même si on ne sait pas tout. En termes d'impact sur les marchés étrangers, on peut aussi remarquer que certains groupes ont beaucoup influencé les charts avec des records surprenants en Amérique. En 2009, c'est le girl group Wonder Girls qui devient le premier groupe coréen à s'être placé aux États-Unis sur le US Billboard Hot 100 chart avec leur single Nobody. L'année suivante, l'artiste du groupe Big Bang, Taeyong, et le groupe féminin 2NE1 de la YG Entertainment se sont fait remarquer en se bâtissant une communauté de fans à travers les États-Unis, avec la sortie de plusieurs albums et chansons à succès. D'autres groupes emblématiques ont aussi fait parler d'eux. Du côté de la SM Entertainment, on peut retrouver TVXQ, Super Junior et Girl Generations avec des comebacks vraiment excellents pour l'époque qui ont aussi marqué l'attention de tous. Au vu du succès de Wonder Girls, JYP a fait débuter son premier boy group 2PM en 2009 et un autre groupe féminin à succès, Miss A, début des années 2010. Il y a aussi des agences qui se sont fait pas mal d'argent grâce à leurs groupes comme Starship Entertainment avec Sistar qui dès le début ont rencontré un franc succès. Une guéguerre sans fin entre les agences commençait à prendre forme. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, c'est pour cela que la SM Entertainment a eu une bonne idée pour mieux se faire remarquer hors Corée. L'agence l'avait déjà faite avec leur soliste Boa en produisant des chansons japonaises afin de performer au Japon et d'élargir son champ d'attaque au Japon. Le groupe TVXQ a eu l'opportunité de faire de même, ce qui a fortement fonctionné pour la suite de leur carrière.
Il devient alors l'un des premiers groupes à se produire au Japon, devenant un bon exemple et une source de motivation pour que les groupes de K-pop se produisent hors Corée pour être encore plus rentables. JYP Entertainment a fait encore mieux en faisant intervenir sur le sol américain Wonder Girls en tant que première partie de la tournée des Jonas Brothers en 2009. En plus des plateaux américains, sans compter la collaboration avec un chanteur américain très populaire à l'époque, Akon, sur la chanson Like Money. Également, un téléfilm diffusé sur la chaîne Teen Nick a été lancé sur les Wonder Girls. Le film est un peu sur le thème des films Cheetah Girls ou High School Musical et va suivre l'arrivée du groupe Wonder Girls sur le sol américain avec un concours de girl group face à un groupe américain qui s'appelle School Girls de mémoire si je ne dis pas de bêtises. Girl Generation a aussi joué un rôle important avec l'iconique G, de même que Super Junior avec Soli Soli. Il était très populaire par rapport à maintenant, mais rien n'est éternel. Beaucoup de nouvelles agences et de groupes ont vu le jour comme chaque génération, mais cela ne peut pas toujours perdurer dans le temps par manque de fans, de budget ou bien de conviction venant de l'agence, mais surtout des idoles en question. Avant de laisser Adrien conclure sur cette génération, je voulais juste vous faire part de mon impression sur celle-ci. En effet, la seconde génération est la génération avec laquelle j'ai découvert la K-pop. Même si les générations d'après ont eu des chorégraphies époustouflantes, une facilité d'échange avec les fans, etc., j'avoue que mon cœur restera avec la seconde génération. Je peux dire que c'est ma génération préférée. Bon, sûrement la nostalgie qui parle, mais je trouve qu'on est plus facilement attaché à la génération avec laquelle on a été introduit dans la K-pop. Pour cela que cette seconde génération-là me tient énormément à cœur. Ce qu'on peut retenir des groupes de cette époque, c'est que ce phénomène musical commençait à se forger une popularité de plus en plus importante. Cela prouve vis-à-vis de la société l'impact culturel ainsi que la place importante que ces idoles ont dans la vie quotidienne chez les plus jeunes comme les plus âgés. Et ces groupes de cette génération restent et resteront toujours une référence pour les artistes actuels. Leurs tubes sont souvent repris et perçus comme des grands classiques de la K-pop avec une importance vraiment particulière. La musique, de manière générale, est capable de toucher énormément de monde, mais la K-pop a cette particularité, c'est de laisser derrière elle des détails marquants comme les tenues, des visuels dans les clips, des significations particulières avec une production énergique et addictive. Cette conception de la musique a pour but évidemment de se différencier de la pop américaine tout en ayant des codes justement de ce style par le biais d'un panel de concepts pour paraître vraiment le plus accessible possible, mais surtout montrer qu'au final, les agences prennent les choses de plus en plus au sérieux, surtout quand on voit qu'en termes de charts à l'étranger, la K-pop avait de bons résultats, ça ne faisait que s'améliorer, que ce soit en Asie ou aux États-Unis, et ça commençait tout doucement à s'installer en Europe. Au fil du temps, comme vous avez pu le constater, ça n'a fait que se développer positivement. La prochaine génération a donc pour objectif de maintenir le cap vers la réussite et de conquérir l'Europe, ainsi que le reste du monde. On arrive donc à la troisième génération d'idoles de K-pop. C'est ma favorite personnellement par rapport à certains points que j'évoquerai plus tard, car Nino va commencer à vous la présenter. Alors moi aussi, je l'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup plus l'effet nostalgique avec la seconde génération, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, on va pas revenir là-dessus. Revenons à la troisième génération, qui se situe de 2012 à 2018, voire 2019. Elle marque une explosion indescriptible dans la pop culture du monde entier, mais on va s'intéresser au pourquoi du comment en analysant plusieurs éléments fondamentaux à ce succès. Premièrement, cela s'est produit à une période où la modernisation évolua brusquement et en positive grâce à l'émergence de YouTube, des réseaux sociaux, des services de streaming comme Spotify, Apple Music, etc., mais surtout grâce au soutien des fans du monde entier. Secondement, qu'on les aime ou pas, les médias ont joué un rôle majeur dans la K-pop, qui a très souvent été critiqué, en bien comme en mal, ce qui est encore le cas malheureusement à notre époque dans cette nouvelle génération. Cela donnait encore plus envie aux fans, comme aux amateurs, de s'y pencher, encore plus pour élargir leur culture musicale, car pour beaucoup, la K-pop est sortie de nulle part, surtout dans notre pays et en particulier lors de la période Gangnam Style de Psy. Je ne pense pas qu'il serait utile de vous présenter ce mouvement planétaire qui a beaucoup alimenté les réseaux sociaux et braqué les projecteurs sur la Corée du Sud sur les premières années suivant l'ascension de cette tendance. En parlant de records, c'est BTS et Blackpink qui se sont chargés de la relève et ont prouvé au monde entier comment est définie la K-pop sur le format groupe contenant des concepts à la fois matures, fun et original, aux yeux du grand public. Ces deux groupes ont battu des records encore jamais vus pour des groupes en dehors de la K-pop,
Ils gagnent des prix internationaux durant des cérémonies américaines, sans parler des charts mondiaux, avec des chiffres ahurissants. Et comme dernier élément majeur à ce succès, c'est le changement de définition du mot K-pop finalement, avec une panoplie de labels d'idoles prêts à changer la perception de la K-pop, en cassant un peu les préjugés et en s'adaptant aux préférences musicales des pays, tout en gardant la sauce K-pop si attractive et intéressante que nous aimons tous pour les mêmes raisons en général. Après ce beau résumé de ce qu'est la troisième génération et son impact, ce qu'elle a fait, etc., je vais vous parler un peu en détail de certains groupes et événements qui se sont déroulés durant cette magnifique période, mais elle n'a pas toujours ramené que du bon malheureusement. Vaut mieux que je commence par le positif, et je vous rassure, ce qui fait partie du négatif n'est pas une affaire d'état, mais il est important de le notifier par respect pour les idoles et pour mieux comprendre certaines choses qui suivront l'histoire de la K-pop, car rien n'est tout beau tout rose dans l'industrie du divertissement. Du coup, pour commencer, je vais recentrer l'histoire et vous parler des groupes emblématiques qui, évidemment, sans eux et leur agence, n'auront pas permis aux standards de la K-pop de s'améliorer et de prendre une autre tournure. C'est vers les années 2012-2014 que cette vague de nouveaux groupes prend forme avec des noms inoubliables pour tout fan de K-pop. Du côté des garçons, l'arrivée de EXO, Block B, Monsta X et GOT7 font fureur. Et pour les filles, elles se font un petit peu plus discrètes sur le début avec A-Pink et EXID qui font d'incroyables débuts pour ensuite envahir le marché avec des groupes comme Oh My Girl, Red Velvet et Twice par exemple. Une panoplie de nouveaux groupes débarque à ce moment, tout comme ceux qui ont suivi vers les années 2015-2016 avec Blackpink, etc. Mais on s'y penchera sûrement après. Durant cette période très décisive sur la relève de la K-pop, la moindre erreur était compliquée à rattraper. Des carrières ont mis du temps à décoller, tandis que d'autres ont directement reçu des éloges avec une communauté de fans soudés. Pour que le succès soit au rendez-vous dès leur début, ces groupes se démarquent en général par des concepts visuels distincts. Pour les boys bands, des thématiques futuristes, fantasy, voire dark, et pour les girls bands, des visuels plus cute ou girl crush, voire même sexistes des fois, un peu trop, souvent, mais je reviendrai sur ce que j'avais brièvement introduit dans des choses négatives de cette génération. Pour que les fans soient encore plus hypés par leur groupe favori, des storytelling immersifs prennent place et un panel de goodies en passant par l'amélioration des packaging d'albums de K-pop voient le jour. Ces nouvelles techniques marketing permettaient à de grandes agences comme SM et le début de HYBE, anciennement Beat It, de prendre le monopole sur les meilleurs MVs de cette génération. BTS, par exemple, a bien compris comment attirer les fans avec des concepts albums comme School Love Affair, contenant des visuels d'étudiants, ou bien la trilogie The Most Beautiful Moments in Life, aka les meilleurs projets du groupe, ou une histoire intrigante entre les membres pris forme sur la durée des différents albums. La liste de ces groupes est vraiment longue, cela me fait mal au cœur de ne pas pouvoir nous attarder sur eux, mais on n'oublie pas Mamamoo, CLC, Seventeen et Stray Kids. Franchement, incroyable cette génération. Pour nous faire pardonner, tout en faisant honneur à tous ces groupes qui ont marqué nos esprits, on vous a préparé une petite playlist Spotify avec une sélection de nos artistes et chansons favorites des différentes générations. Vous les énumérer ne sera pas de bénéfique non plus, et en parler comme ça, sans montrer d'extrait non plus. Surtout qu'avec le temps, ils ont quasi tous laissé une trace dans le cœur des fans. Grâce à eux, une diversité dans les concepts a vu le jour sur pas mal d'années, permettant aux générations futures de s'en accaparer le genre, comme c'était le cas avec des générations précédentes. Des styles osés et innovants ont été créés car après tout la K-pop c'est surtout le changement, des choses atypiques et plaisantes qui sortent vraiment de l'ordinaire par rapport à la musique américaine. Chaque groupe a su se développer une identité propre afin de captiver un large public et par chance, pas mal de ces groupes existent encore tandis que d'autres ne sont peu voire plus vraiment actifs. Toutes les bonnes choses ont une fin, certaines se finissent brusquement pour X raisons et d'autres pour des problèmes internes en laissant malencontreusement des traces marquantes pour l'histoire de la vague Hallyu. Et c'est à ce moment-là que je reviens pour plomber l'ambiance, car ce qui va être cité sont des analyses constructives et très importantes sur la vision de la K-pop, sur ses actes et ses conséquences qui en résultent. Alors évidemment, comme dans toute génération, il y a eu des scandales, mais particulièrement dans celle-ci, au vu de certains événements controversés. Pour commencer, il y a eu de plus en plus de cas inquiétants pour les idoles à propos de leur sécurité, leur confort, lors de leurs déplacements et même durant leur vie quotidienne, à cause de fuites d'adresses de domicile par exemple.
Des membres de groupes tels que BTS ou bien Twice ont été persécutés par les Saesang. Je sais pas si je le prononce bien, mais je suis désolé pour la prononciation. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en résumé, c'est des fans qui sont obsédés par les idoles, prêts à tout, même jusqu'à faire des menaces de mort, etc. Donc c'est vraiment horrible. Bref, cela a été difficile à gérer pour les agences, mais surtout pour les victimes, laissant des séquelles et des problèmes d'anxiété. Pour ce qui est des problèmes d'anxiété d'ailleurs, d'autres causes ont fait l'objet de grandes discussions sur les réseaux sociaux, ne rassurant pas les fans sur l'avenir de la carrière de ces personnes. Comme Mina du groupe Twice, qui avait mis en pause en 2019 pendant plusieurs mois pour des problèmes d'insécurité et de mal-être sur scène, et ça a pas mal traîné, et je pense quand même qu'une part d'elle garde de lourds séquelles. Jonghyun, du même groupe, avait fait de même en octobre 2020 et en août 2021, n'arrivant pas à canaliser ses troubles de panique et d'anxiété également. Sans compter les nombreuses critiques par les fans de K-pop sur sa prise de poids, ce qui est encore plus désolant pour elle, et franchement je comprends pourquoi elle a fait une aussi longue pause. Les jugements laissent d'énormes traces pour les artistes, tout comme nous. On est souvent très sensible, on a des traumas qui refont surface et ça ne nous permet pas de travailler convenablement sur scène. En général, les agences gèrent plutôt bien la situation, même si le seul remède est une pause à durée indéterminée. Ça laisse pas mal de doutes, de questions sur la gestion du groupe et l'inquiétude sur les futures activités de la personne concernée. Ces deux exemples prouvent que les agences commencent à prendre un peu plus au sérieux la santé mentale et physique des idoles. Cela contribue aussi à sensibiliser les fans sur les pressions colossales auxquelles ces artistes sont confrontés. Ça fait plaisir de voir que des choses peuvent changer, même si ces situations peuvent être irréversibles pour certains. Nous pourrions citer de nombreux exemples sur les problèmes de santé des idoles. Si jamais cela vous intéresse, cela pourra être exposé dans un prochain épisode. En termes d'affaires graves, voire tragiques sur les idoles, nous avons eu les affaires de la disparition de Jonghyun du groupe SHINee en 2017, mettant en lumière les pressions écrasantes de l'industrie. Mina de AOA avait ouvertement parlé de ses luttes avec la dépression et ses expériences de harcèlement dans l'industrie avant de quitter le groupe. Parfois, il est insurmontable de passer à autre chose, tandis que d'autres y arrivent. Enfin, de ce qu'on peut voir de l'extérieur. Il y a quelque chose que je reproche aussi concernant les agences, c'est le fait d'avoir mis en place des concepts considérés comme trop suggestifs ou inappropriés pour le jeune public, ou pour des raisons culturelles. Certains idoles ont même été critiqués voire traumatisés lors de tournages comme Stellar en 2014 dans le MV Marionnette, où certaines membres se sont démenées pour être le plus couvertes possible. Et si vous regardez le MV, vous verrez qu'elles ne sont quand même pas très couvertes au final. Donc on peut imaginer le pire sur ce qui devait être à la base. Pas mal de groupes ont gagné en popularité grâce à ce type de concept, étant très populaire entre la seconde gen et la troisième gen. Mais avec du recul, cela a été vraiment irrespectueux et presque inhumain de faire subir cela à de jeunes femmes, parfois sans leur consentement. Au final, même si cela reste assez flou, certains groupes ont eu envie de suivre cette image un peu plus mature, tandis que d'autres étaient fortement poussés à le faire. Je termine sur une dernière affaire avant que nous passions à la suivante. Tout le monde connaît l'affaire du Burning Sun en 2019. L'image de la Corée du Sud et en particulier les responsables, cela a fait beaucoup parler les médias, laissant à un moment donné des doutes sur l'identité des suspects, pour au final découvrir les concernés. De nombreuses conséquences telles que amende, emprisonnement, etc. C'est bien mérité, en particulier pour celle de Big Bang, décevant énormément ses fans. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'événements comme l'accroissement de la K-pop, mais aussi en scandale et en contexte très délicat durant cette génération. On approche doucement de la fin de l'épisode, mais avant de passer à la conclusion, on va aborder la 4e génération qui a continué de rouler vers la route du succès en faisant presque mieux que celle qui précède et a inspiré de nombreuses agences. Avec l'arrivée d'une nouvelle ère marquée par des innovations technologiques et des multiples tendances culturelles, cette nouvelle vague de groupes a su s'adapter et mettre à profit ces nouveautés pour réinventer le concept futuriste en lui donnant une nouvelle forme grâce à des groupes comme aespa ou NMIXX. Mais le Covid a malheureusement freiné l'accroissement de ces groupes avec les annulations et les impossibilités de faire des concerts, des tournées mondiales au vu des restrictions sanitaires que nous avons tous connues. Il faut donc établir un lien direct avec les fans en misant gros sur les performances, les clips, les visuels, il faut vraiment les travailler. Ils exploitent pour la plupart des thèmes futuristes numériques.
En utilisant des plateformes comme TikTok, VLive et des applications de réalité augmentée pour interagir avec leurs fans et vraiment créer une proximité entre eux. De ce fait, les fandoms sont plus présents que jamais et n'hésitent pas à défendre leur groupe sur les réseaux sociaux, ce qui a pas mal fait réagir certains fandoms et à continuer les guéguerres entre les fans de BTS, Blackpink et Twice, sans parler de l'arrivée en masse des fans de Stray Kids et ATEEZ. Les agences de cette génération comprennent l'importance de la connectivité et utilisent des outils pour maintenir une relation continue avec les fans du monde entier, ce qui n'était pas vraiment le cas, on va dire, il y a 10 ans en arrière. C'était beaucoup moins présent. Ce mode de communication, justement, rend les artistes plus accessibles. Ça permet aux fans de suivre leurs idoles de près et d'aider à leur tour les idoles en faisant les challenges viraux que font en général les idoles lorsqu'ils font des performances au music show. Et ça fait de la promotion gratos. Ça fait plaisir aux agences et franchement, le retour est plutôt bénéfique pour les fans car la chanson prend encore plus d'ampleur lors des comebacks. De ce fait, les interactions sont nombreuses, les fandoms sont plus actifs et engagés que jamais. Ce soutien inconditionnel des fans constitue un élément clé justement de cette réussite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça renforce la visibilité et la popularité à l'échelle mondiale pour encore plus s'affirmer sur le marché. Je pense que nous ne sommes pas les seuls à penser cela, mais avec l'arrivée de tous ces groupes, les labels américains s'intéressent de plus en plus à la collaboration avec des membres de groupes de K-pop. Cela a évidemment mis la puce à l'oreille à de grandes agences et a causé pendant un bon moment une certaine américanisation de la musique coréenne pour paraître plus accessible et attirer encore plus de monde. Au dépit de décevoir des fans qui, pour le coup, n'aiment pas forcément le style pop US ou bien tout simplement retrouver un comeback avec aucune parole en coréen. Ce fut une génération en quête d'innovation qui a sans cesse tenté de conquérir le monde, non seulement par la musique, mais aussi par l'expérience complète qu'elle propose à ses fans, définissant ce qui signifie être une idole dans le monde d'aujourd'hui. Certaines idoles comme Soyeon de J-Idol a cassé les codes par ses paroles brutes et apportant de forts messages. Son côté autoritaire et très investi sur le pôle production-composition des chansons du groupe renforce cet aspect autodidacte et très polyvalente des nouvelles générations. Tout comme les idoles féminines, il y a aussi des idoles masculines qui ont davantage mis en avant leurs sentiments, expressions et leur liberté artistique, passant par des styles vestimentaires plus variés et atypiques. Exposer le fait d'avoir des relations amicales avec d'autres personnes, voire amoureuses avec des personnalités connues. Ces attitudes démonstratives montrent un peu plus le côté humain de ces êtres humains justement, par rapport à leur créativité ainsi que leurs sentiments qui sont beaucoup moins tabous sur certains sujets, comme ceux énoncés précédemment, même si les Coréens ont encore du mal avec cette façon d'être. Les fans internationaux apprécient fortement cette évolution, permettant encore plus de s'attacher et surtout de comprendre, voire de s'identifier à eux. Parmi les groupes les plus iconiques de cette génération, on peut évidemment parler de l'incroyable ascension de Stray Kids, formé par JYP Entertainment. Ce groupe incarne bien l'essence de cette génération, avec un style sonore distinctif, plus brut et souvent autoproduite, sans parler de leur performance très énergique. Nous connaissons tous leurs tubes de début, Elevator, God's Menu, Miro. Franchement, c'était que des bangers dès leur début. Ça a un petit peu baissé sur là actuellement. Je trouve que c'est un peu moins bien qu'avant, forcément, mais bon, c'est tout. Et ils ont quand même su consolider une fanbase mondiale solide, allant jusqu'à même remplir le Stade de France après Blackpink et BTS. JYP a aussi très bien travaillé sur la 4ème génération en faisant débuter son groupe ITZY, qui a été l'un des premiers groupes de cette génération, a débuté en 2019 en apportant un vent de fraîcheur au concept Girl Crush avec un esthétisme assez particulier et des messages d'encouragement et d'affirmation de soi par le biais de morceaux comme Dala Dala et Wannabe. Ce qui a beaucoup plu, c'est que leurs chansons prônent la confiance en soi et l'authenticité des thèmes. Ça résonne particulièrement avec la jeune génération et leur style musical est très surprenant. Ça reste très unique, même si ça s'est estompé avec les années. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce groupe et je l'aime toujours. Mais leur début, franchement, j'écoute beaucoup plus leurs chansons de début que leurs dernières chansons. Un autre boy group que nous apprécions aussi, qui vont d'ailleurs performer à la Défense Arena,
C'est 80s sous le label KQ Entertainment, qui n'est pas vraiment connu au début, mais franchement, ils ont su s'affirmer comme il faut avec 80s au vu des années qui se sont passées. Ils ont des concepts d'aventure estivale très rythmés, des membres très talentueux avec une part vraiment unique en termes de personnalité et de talent. C'est vraiment propre à eux, ils savent bien se différencier et c'est ça qui a beaucoup marché, je pense. Ils développent une histoire narrative aussi pendant les différents comebacks qu'ils ont fait au début. Grâce à des chansons comme Wonderland, Deja Vu, 80s ont vraiment acquis une réputation qui a beaucoup surpris les gens du fait que le groupe est géré par une petite agence, mais qui s'avère au final rempli de ressources et bien motivé à conquérir le marché. Pour ce qui est de la relève de BTS, IVE a fait débuter Tomorrow Weeks Together, qui d'ailleurs passe en mars à Bercy. Ils ont sold out, incroyable, mais franchement, c'était pas vraiment surprenant vu la popularité du groupe. Ils se sont distingués beaucoup au début par rapport à une image plus douce, accessible, avec des thèmes qui explorent un peu l'adolescence, la transition vers l'âge adulte, pour maintenant avoir des concepts beaucoup plus matures, énergiques et qui plaisent à tout le monde. Les membres du groupe peuvent évidemment remercier la puissance économique et la visibilité du label. Leur musique a rapidement eu du succès. Évidemment, ils ont du talent, ça je ne le nie pas, mais cela a quand même son rôle. Pour ce qui est de la SM Entertainment, eux aussi, ils ont mis la main à la pâte pour cette génération. Forcément, on connaît le groupe aespa, on connaît tous l'impact, et franchement, ça ne fait que d'évoluer positivement pour eux, vu tout ce qu'ils font là dernièrement. J'ai pas vraiment besoin de vous le présenter ce groupe d'ailleurs, un univers virtuel où chaque membre possède un avatar. C'est juste ouf de voir comment ce concept a réussi particulièrement avec ce groupe et je regrette tellement de ne pas avoir pris ma place au Zénith en mars pour les voir en concert. En plus je les avais déjà loupés la dernière fois quand ils étaient venus en 2023 si je me trompe pas. Mais j'espère juste qu'elles continueront sur cette lancée et en termes de concept futuriste, je suis sûr qu'à l'avenir, ils réussiront à faire des choses aussi incroyables que Supernova ou les autres comebacks. Mais ouais, franchement, juste trop content de voir que ça continue de prendre de l'ampleur. Cette génération est aussi marquée par des compositions musicales qui mélangent des genres variés, allant du hip-hop à du rock, à de la trap, de l'électro, voire du dubstep, et par des sons expérimentaux. Les groupes de la 4e génération n'hésitent pas à aborder des thèmes profonds tels que les pressions sociales, l'indépendance personnelle et la découverte de soi. Souvent avec une approche introspective qui les rapproche de leur public. Grosso modo, ce sont un peu ces groupes qui ont fait changer la K-pop, même si la liste pourrait encore s'élargir. Tout le monde a connu cette génération, mais si jamais nous sommes ouverts aux propositions pour parler davantage des groupes qui ont leur rôle dans cette évolution, mais n'ont pas eu le même succès que ces grands noms de la K-pop. Si nous devons faire un résumé global de ce que les différentes générations ont fait pour la K-pop et son pays d'origine, c'est évidemment son impact socio-culturel, faisant de la Corée du Sud l'un des pays les plus populaires et puissants sur l'industrie du divertissement et du tourisme. Grâce à l'évolution technologique, le genre a sans cesse pris en ampleur, cassant peu à peu les préjugés, tout comme les records musicaux. Pour faire une conclusion globale de l'impact des générations abordées, c'est que le fait le plus marquant est évidemment son impact mondial. La technologie qui a évolué avec son temps pour mieux s'adapter à la société, tout comme la culture du genre musical et de la population coréenne. Chacune des générations a apporté son lot d'innovation et de positivité à la K-pop. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que malgré les années passées, certains concepts et styles musicaux des années précédentes sont réutilisés tout en les expérimentant pour donner une seconde vie, comme c'est le cas avec le style rétro, hip-hop, et là dernièrement, le style garage a été beaucoup trop utilisé, certes, mais c'était juste ouf de voir à quel point ça donnait encore plus d'impact sur l'échelle mondiale. Et au final, je me dis que même si c'est un petit peu trop usé, c'est comme le style rétro, ça s'en va, ça revient, et au bout d'un moment, on sera juste content de le retrouver. Si seulement, par contre, tout pouvait être parfait. De grosses répercussions sur les idols sont encore présentes, ça reste problématique à ce jour, on en a parlé tout à l'heure. Malgré les erreurs du passé, ça continue, la pression sur les artistes fait donc ressentir de plus en plus, allant jusqu'à impacter leur capacité physique, leur endurance, créant des troubles sociaux, etc. Et le problème, c'est que tout ça m'inquiète énormément
et que les conséquences peuvent être très graves. Des personnes ont déjà mis fin à leur jour, je ne veux juste plus revoir cela, c'est beaucoup trop désolant pour les fans, pour la famille. C'est beaucoup trop grave et ça ne devrait pas avoir lieu, et je pense qu'il y a un problème de communication et de... c'est juste que les agences, au bout d'un moment, c'est beau de renier la faute sur les autres, mais je pense qu'ils ont quand même leur rôle là-dessus. Et c'est juste ça que je ne veux plus revoir et que ça me fait peur. Franchement, j'ai juste envie que ça change. Ce principe-là et cette bientraitance devrait avoir lieu au lieu d'être trop négligent sur les personnes. Dernièrement, pas mal de personnes se plaignent de la standardisation du genre. C'est vrai que par moments, beaucoup de musiques finissent par se ressembler. Cela a été prévisible, surtout que les agences se focusent beaucoup sur ce qui marche ou pas en se basant sur les références musicaux hors Corée pour maximiser les chances de leur côté. La créativité est alors mise de côté, mais pas pour tout le monde, et j'espère que cette mentalité finira par changer et laisser davantage la place aux multiples talents de production des idoles qui est encore tout côté selon moi. La concurrence se fait rude et a pas mal saturé le marché durant la 4e génération, cela s'est fait ressentir. En effet, vente d'albums de hip-hop chute considérablement par rapport aux différentes années passées. Donc c'est vrai que la concurrence n'est pas des masses. Et pour finir sur quelque chose d'encore plus prévisible que l'augmentation exorbitante des places de concert, c'est le côté néfaste et toxique qui est de plus en plus présent sur les réseaux. Ce qui a blessé un nombre incalculable de fans, mais surtout d'artistes, sur des fausses rumeurs, des deepfakes, des histoires du passé faisant surface sans fondement ou bien beaucoup trop graves pour certains, ce qui poussa les agences à sanctionner les idoles dites coupables dans ces accusations. Enfin voilà, il faut bien faire le point. Et la partie négative n'est pas toujours facile à accepter, mais cette rétrospective permet de voir comment chaque génération a contribué à la croissance et à la mondialisation de ce phénomène. J'espère ne pas me répéter, mais je veux juste aborder une dernière fois le fait que chaque groupe a quand même marqué son époque. Et pour certains, ils ont l'opportunité de continuer des années plus tard, alors même jusqu'à célébrer leurs 10 ans de carrière comme Different ou Red Velvet. Et ça a permis à l'industrie aussi de se rendre compte qu'il y a eu des embûches, il y a eu des gros risques, ça peut impacter les personnes, mais ça nous permet à nous de ressentir tellement de choses. Et les idoles, je pense que de leur côté, c'est aussi très bénéfique pour eux de réussir à transmettre tellement d'ondes positives à nous, les fans. Je pense que nous n'avons pas été trop répétitifs et plus ou moins précis. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire. On en est vraiment désolé, mais c'est juste que cet épisode, on a voulu vraiment le travailler longuement parce que ça nous tenait à cœur, et j'espère aussi que vous avez appris pas mal de choses, que c'était agréable et que vous avez passé du coup un bon moment et que vous regarderez pour les prochains épisodes à venir. Encore un grand merci, et je laisse Nino du coup vous remercier à son tour. N'hésitez pas à nous partager quel est votre groupe préféré ou votre génération préférée. N'oubliez pas de vous abonner pour nous retrouver dans un autre épisode et de continuer notre exploration dans le monde fascinant de la K-pop.